Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Patrick Boucheron, je suis historien et je préside le comité d'orientation du Théâtre de la Concorde qui, comme vous le savez peut-être, j'espère, est un lieu qui cherche à faire spectacle non seulement de la pensée, non seulement des idées, mais de la manière dont elles circulent et dont elles se partagent. Et c'est au fond de partage dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très fier d'introduire, juste introduire, cette soirée de préfiguration d'un projet que nous avons imaginé ensemble avec le cabinet Marchetti-Ferrier sur la ville sensible. On va vous expliquer de quoi il s'agit. C'est une manière, au fond, de saisir avec tous les sens notre capacité à habiter la ville. Et je veux d'ores et déjà dire que cette soirée est dite de préfiguration parce qu'elle vise, au fond, non seulement à annoncer, mais à préparer collectivement un événement qui aura lieu toujours au Théâtre de la Concorde le 15 et 16 mai 2026, qui sera en même temps une exposition, une participation, des rencontres autour justement de ce thème de la ville sensible. Peut-être, Jacques, tu peux nous dire en un mot de quoi il s'agit et surtout d'où ça vient. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci Patrick. Oui, ça vient du Collège de France, un lieu que tu connais bien, où il y a 15 ans, pas jour pour jour, mais presque, avec Pauline, nous étions là en train de préparer le pavillon France pour l'exposition universelle sur la ville, et on se disait, tout le monde va parler d'écologie et d'environnement. On voulait en parler, mais pas d'un point de vue culpabilisateur ou d'un point de vue moralisateur, encore moins d'un point de vue réglementaire. Donc comment parler autrement de ce rapport qu'on a avec les ressources et l'environnement? Et les sens se sont imposés. Les sens, c'est universel. On a vérifié qu'en Chine, parce qu'il faut vérifier, parce que oui. l'Occident, l'Occident a des concepts qui ne sont pas transposables toujours. Mais quand il s'agit du corps, en fait, c'est la même chose. Ils ont aussi les 5 sens, même 6, pour tout dire. Ça, c'était une raison. La deuxième raison de cette idée de la ville sensuelle, devenue avec, dans le cadre que l'on propose avec Patrick, la ville sensible, c'est qu'en fait, au XXe siècle, l'architecture moderne a maltraité les sens au profit du seul visuel. Et donc, c'est important de réconcilier la ville avec tous les sens, ce qui aurait été une évidence il y a quelques siècles, mais qui aujourd'hui l'est moins. Et Pauline, évidemment, pour parler d'architecture, je n'ai pas besoin de beaucoup justifier le fait que c'est de forme qu'on doit évidemment converser. Et la forme même de cette soirée, telle que vous l'avez imaginée, elle doit aussi porter justement la promesse de cette participation de toutes et de tous à ce projet. Oui, la forme et puis les intervenants, on est déjà 3 sur ce plateau, alors 2 architectes, un historien. Finalement, moi, je pense que sur ce plateau, je suis moins architecte qu'enseignante dans une école d'art. Et c'est peut-être ce que je vais porter ce soir, parce que finalement, la transition qui nous est demandée de faire, elle demande de mobiliser toutes nos énergies. Et ce soir, on va essayer de mettre en avant les énergies créatrices, les artistes, les designers, les photographes, les comédiens. On est dans un théâtre. Et parce que l'effort qui nous est demandé collectivement, il a besoin de plus que des solutions. Et donc ce soir, peut-être que c'est de ça dont on va discuter. Et donc pour inaugurer ce cycle, on a décidé de vous présenter 3 pastilles, 3 moments assez différents qui, chacun à leur manière, va essayer de vous montrer de quoi va être ponctué ce cycle, puisque entre aujourd'hui et le mois de mai, nous aurons des occasions pour échanger, discuter et produire de la connaissance et des éléments qui seront présentés à l'occasion de la restitution globale de ce cycle. Et c'est moi qui commence alors, voilà. En fait. Et c'est toi. Alors, donc je commence, ensuite Jacques et Pauline
dans les formes que vous allez découvrir. J'ai aménagé mon terrier et le résultat semble être une réussite. Enfin, une réussite, comment en être certain? Je vis en paix au cœur de ma demeure et pendant ce temps, quelque part, l'ennemi creuse lentement et silencieusement tout en se rapprochant de moi. Je vous lis là un passage de l'avant-dernière nouvelle de Kafka, Der Bau. Der Bau, ça peut signifier le trou, mais aussi la construction. Et si le trou est plutôt réussi, c'est parce qu'il résulte, je cite encore, de l'un de mes nombreux essais de construction avortés. C'est comme si, au fond, vous le voyez, on était au spectacle désolé de quelqu'un qui creuse dans la ville une cavité où il croit pouvoir être protégé, mais sait que d'autres sont en train de forer des tunnels qui finiront peut-être par le rejoindre. C'est l'avant-dernière nouvelle donc, de Kafka, 1924, il y a un peu plus de 100 ans, l'année de sa mort, et elle s'arrête au milieu d'une phrase. Donc, on ne saura jamais si cet homme taupe a foré un abri ou un tombeau, mais c'est évidemment pas une raison de rester dans son trou. Et moi, si j'ai voulu sortir de mon trou, si j'ai voulu effectivement aller à la rencontre de cette nouvelle aventure grâce à Pauline Marchetti et Jacques Ferrier, c'est, vous l'avez dit, au fond parce que nous avons intérêt aujourd'hui, je crois, à faire retour vers des, en tout cas pour celles et ceux dont ce n'est pas le métier, vers les thèmes urbains, vers les thèmes civils, vers les thèmes civiques, mais que ce retour ne soit pas triomphal, qu'on sache effectivement se prémunir de tout assaut, de toute prétention, de toute volonté de puissance qu'inévitablement le geste constructif dans la théorie architecturale occidentale porte. Et moi, au fond, je me dis en tant qu'historien de la ville que ce que je tente de faire, c'est de désaccorder la place civique italienne du Moyen-Âge, c'est de désenchanter le rapport que nous avons avec cette injonction de beauté. C'est en somme de prendre le parti de la faiblesse, de prendre le parti de la vulnérabilité. Et s'il y a au fond, vous allez comprendre pourquoi ces images, et surtout de qui, je le dirai tout à l'heure, sont les images qui circulent sous vos yeux, prendre le parti pour dire la ville sensible de celles et ceux qui peinent à l'habiter et de celles et ceux qui, pourtant irréductiblement, avec cette incroyable capacité qu'ont les humains d'habiter l'inhabitable, de trouver des parades pour, au fond, se faire des abris précaires dans le corps inhospitalier des hommes, des villes, oui, prendre le parti des plus faibles pour dire la ville sensible. Si encore on pouvait se mettre quelque part, mais on dérange toujours. Si encore on pouvait se mettre quelque part, mais on dérange toujours, c'est une parole que l'on entend dans un film de Klaus Drexel de 2013 qui s'appelle « Au bord du monde ». On y entend des sans-abri qui disent la ville de Paris et qui la disent magnifiquement parce que, en fait, ils sont sous les ponts, sur les quais, dans le centre-ville et c'est somptueusement filmé. Et aussi, ce qui s'entend, c'est combien, au fond, c'est depuis cette position de précarité que se dit effectivement la ville insensible au malheur des autres et que ces sans-abri ne le sont jamais tout à fait. On les voit
s'emmitoufler dans les haillons de la grande ville. Et c'est ainsi que ces Diogènes de la modernité relèvent de la très grande dignité poétique du chiffonnier baudelairien. Voici un homme chargé de ramasser les débris d'une journée de la capitale, tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle a dédaigné, tout ce qu'elle a brisé. Il le catalogue, il le collectionne, il compulse les archives de la débauche, le Capharnaüm des rebuts. Là, je viens de citer le philosophe allemand Walter Benjamin, qui mettait effectivement en regard de cette image aristocratique puissante du flâneur baudelairien, le chiffonnier qui lui marche en regardant ses pieds et qui est méthodique, réfléchi, implacable quand le flâneur est désordonné, impulsif et ambigu. Ces rebuts qui font la ville de ceux qui n'ont pas droit de citer, eh bien, dans ce film de Claude Drexel, les sans-abri habitent donc la ville et la parlent, et ce sont eux qui la parlent. Et ça me paraît effectivement important de partir de ce point de vue-là pour dire la variété, la diversité et la fragilité de la ville sensible. À les regarder, à voir ces photos, on se dit au fond, comme le philosophe Jean-Claude Milner a pu le dire, qu'il y a que la politique des choses est ce qui nous menace et ce qui nous détruit. La politique des choses, c'est la politique qui nous prend comme des choses. La politique des choses, c'est la politique qui fait de nous des choses et qui nous soumet à l'ordre des choses, implacable et inhumain. Et que contre la politique des choses, il faut armer une politique des êtres parlants, et que ces êtres parlants, ils vont faire parler une ville qui n'est pas seulement un objet de curiosité ou un objet de contemplation, mais qui va s'ouvrir, s'offrir, se déployer par tous ses sens. Et donc, la question, c'est de savoir si depuis cet endroit précaire, cette maison si frêle, si humble, mais cette maison malgré tout, des sans-abri qui se lovent dans les rebuts de la grande métropole, dans ce grand corps de la ville et qui s'en font une coque. Une coque, c'est un lieu de silence. Pétrarque disait un secretum, c'est-à-dire un lieu où on s'enveloppe, où on se love dans sa propre solitude. Si ce n'est pas de là, et je voulais simplement vous dire ça, et j'en ai bientôt fini, si ce n'est pas de là qu'on peut voir le projet de la ville sensible. Voilà ce que j'entendais tout à l'heure par le terrier ou le Bau de Kafka, n'ignorant pas qu'on ne saura jamais si ce trou n'est pas un piège. Mais en me souvenant aussi que lorsqu'on dit des hommes ou des femmes qu'ils sont des précaires, alors on prend un mot qui vient du latin, praex, et qui désigne la prière, ou plus exactement la frêle requête qui fait aveu de faiblesse, qui est le contraire de la question, qui est la prière, c'est-à-dire celle qui nous met en position de faiblesse. Et leur prière aux précaires tient peut-être en une seule phrase: ne regardez pas ailleurs qu'ici. Ne regardez pas ailleurs qu'ici, là où nous sommes. Et c'est là, effectivement, où ces images sont venues non seulement à ma rencontre, mais à mon secours. Pour me rappeler un de ces jours où, car je crois que c'est depuis ces positions de faiblesse qu'il nous faut parler, là où on ne fait pas les malins, là où on ne fait pas les fiers, un jour où j'ai eu honte. J'ai eu honte, effectivement, de ne pas répondre à cette prière qui dit
ne regardez pas ailleurs qu'ici. C'est le grand photographe et mon ami dans la salle. Je serais heureux qu'on puisse parler avec lui tout à l'heure, Mathieu Pernaut, qui fit un jour une exposition pour donner à voir ses photographies, terribles photographies, impeccables photographies de justice et de justesse, où ces corps empaquetés dans des sacs de couchage, des couvertures, des draps, des cartons, des sacs poubelles, eh bien, se donnaient à voir dans leur dénuement et dans leur beauté sculpturale, car on dira que c'est vieux comme la statuaire antique, voilée pour rendre visible et par un beau drapé faire saillir les formes. Et ce geste, donc, Mathieu Pernaut le rendait disponible et démocratique. Et comme j'ai eu la chance de travailler avec lui et de participer à certains de ses projets au Collège de France, justement, où il a empaqueté la statue de Champollion, mais aussi à Marseille pour son exposition au Mucem, l'Atlas en mouvement. Eh bien, voilà, j'ai regardé ces formes pathétiques et spectrales, et je viens aujourd'hui dire mon jour de honte, c'est qu'un jour, justement, dans un musée marseillais, je regardais ces images et sur l'une d'elles, celle-ci, j'ai reconnu un pavé, une jointure, une qualité de gris qui, sans coup férir, m'a ramené à l'endroit où j'habitais, et j'ai compris que cet homme-là, que je n'avais pas vu comme un homme, était littéralement au pied de chez moi. Et que j'avais dû sans doute l'enjamber bien des fois, et que je n'avais pu le voir que parce que dans un moment, qui était un moment, on va dire, culturel, Mathieu Pernaut m'avait obligé à ouvrir les yeux, mais c'était loin de chez moi, dans un musée marseillais. Et alors je me dis effectivement qu'un théâtre, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être l'endroit où on voit indirectement représenter ce qu'on a sous les yeux, sous ses pieds, et dont on ne sait pas dire le nom. Un théâtre, ça doit être un lieu de visibilité où on voit directement les choses. Et que pour les voir directement, il nous faut cette médiation de l'art, de la poésie, de ce moment irréductiblement poétique et politique, voilà, qu'est celui du chiffonnier baudelairien par Walter Benjamin, mais qu'à un moment, il faut dire le nom, reconnaître le visage, se mettre à la place des plus fragiles et affronter directement la question de la vie, de la ville sensible. Et ce faisant, effectivement, l'affronter à la fois techniquement et humainement. Et justement, la question, c'est de se poser... non, tout va bien, tu crois que j'ai inondé le plateau? Pas du tout. J'ai juste buté dans ma gourde. Jacques Ferrier, comment justement concilier cette question de la technique, du pouvoir et de l'humanité? Oui, le pouvoir, tu as évoqué, là ça m'a frappé, j'ai pris une petite note, du coup la puissance. Construire, c'est formaliser, exprimer la puissance. Donc moi je vais prendre effectivement l'angle de la puissance de la ville, mais donc de la puissance de la technique, parmi les thèmes que nous allons aborder ensemble dans les semaines qui viennent. Car penser la relation avec la ville, c'est aujourd'hui penser notre relation avec l'univers technicien, tant celui-ci a pris de place dans notre quotidien urbain.
Et si aujourd'hui la relation de notre corps à la ville ne va pas de soi, puisque là nous sommes dans un cycle qui s'appelle le faire-corps, qui nous a évidemment inspiré, si même cette relation de la ville au corps est devenue problématique, je suis persuadé que c'est l'hyperprésence de la technique qui en est la cause majeure. Et donc quand on évoque la ville sensible, c'est la question de faire corps avec la technique qui se pose aussi. Et donc nous voudrions, dans les ateliers qui vont se dérouler, la saisir non pas comme une fatalité, et surtout pas comme une opposition stérile qui aujourd'hui nous empêche de penser entre pas de technique du tout et le technosolutionnisme, c'est le meilleur moyen de ne pas avancer, mais comme une opportunité de faire un pas de côté avec la ville sensible. Alors, j'ai toujours un exemple, parce que c'est une frustration qui est généralement partagée, certainement par certains dans la salle, qui est la frustration de vouloir ouvrir une fenêtre et de ne pas pouvoir le faire parce qu'elle est condamnée. Elle est condamnée parce que la pièce est climatisée, le bureau, l'hôtel, et que nous voilà donc dans l'impossibilité d'aérer la pièce, mais nous voilà aussi coupés de l'odeur des plantes, des arbres, de la fraîcheur de la nuit, du souffle de vent, de la rumeur de la ville. On est privé de sensations, enfermé, le monde extérieur se réduit à une image, filtrée par un vitrage qui fait doublement écran. Il fait écran parce qu'il nous sépare réellement, mais il fait écran aussi parce qu'il met le réel sur le même plan, je devrais même dire le même plat, que nos écrans digitaux. Autre exemple, en Amérique du Nord, il semble que ça soit le confort veut dire vivre à contre-saison, parce que paradoxalement, on refroidit trop l'été et on surchauffe l'hiver. Or, le modèle américain est identifié au progrès, au luxe, et il est reproduit partout dans le monde. Et en France, cet été, si vous vous souvenez, pendant la canicule, c'est le débat politique qui s'est emparé du sujet de la climatisation comme une urgence sanitaire. L'impact climatique était pour un temps oublié, puisque certains, parmi les élus sollicités, ont dit « nous sommes en retard sur les États-Unis en matière de climatisation ». Évidemment, moi je suis très impatient d'échanger avec vous, avec les artistes, sur ce sujet. Et d'ailleurs, les images ce soir, pour illustrer la technique, sur un montage fait par Clémentine Rachet et Fabien Goutel, se concentre sur la ville climatisée, parce que ce que la technique fait à la ville, la climatisation l'illustre de façon particulièrement saillante, car elle a créé au début du XXe siècle non pas une évolution, mais véritablement une rupture, en permettant pour la première fois de construire en étant indifférent au climat, à l'orientation, aux alentours. Et ce qui est surprenant, c'est que l'infinie diversité des cultures constructives, elle a disparu très rapidement des villes. Et à partir des années 50, sous couvert culturel, ça aussi il faut l'assumer en tant qu'architecte, du style international promu par les avant-gardes, la technicisation de la construction a produit partout des villes sans qualité. On pourrait également citer l'éclairage artificiel qui crée une ville 7 jours sur 7, 24 sur 24, un éclairage qu'on retrouve dehors et dedans et qui désaccorde nos rythmes corporels avec celui de la ville pour soumettre nos corps à des sollicitations non-stop, ou bien encore les infrastructures de transport qui imposent un mouvement incessant. Et comme le souligne le philosophe Hartmut Rosa, la ville nous soumet à l'aliénation de l'accélération. Alors, vous avez certainement tous d'autres exemples en tête, même si nous sommes à Paris Centre, dans un environnement privilégié qui, c'est bien, mais qui a un peu tendance, moi je le constate en tant qu'urbaniste,
quand je voyage, à nous tenir un peu à l'écart, quoi. C'est dur d'oublier ce patrimoine qu'on chouchoute, mais qui nous chouchoute aussi, et qui nous tient à l'écart, parce que dès que vous sortez dans la périphérie de Paris, dès que vous voyagez dans l'immense majorité des villes du monde, on voit que nous sommes contraints par des infrastructures qui contrôlent tout, par des espaces standardisés, addicts à la technique et des situations finalement interchangeables. On subit partout l'omniprésence de l'appareillage technique, hein, les gaines, les grilles, les câbles, le bruit continue. Hein, là, on n'est pas que dans le visuel avec la technique, le bruit, la sensation de la clim, d'un souffle. Les corps sont pris dans une immense machine connectée au réseau d'énergie, parce que ce nouveau paysage urbain, évidemment, il est essentiel dans la crise climatique et l'épuisement des ressources. Et donc ça, on va en rendre compte par le travail de cinéastes, de photographes, avec l'art, Pauline l'a dit, la fiction, tout autant qu'avec des scientifiques et des urbanistes. Alors Le Corbusier appelait de ses voeux une maison qui soit une machine à habiter. Moi, je constate que nous vivons maintenant dans une ville-machine et que notre rapport au temps, au climat, à l'espace, et finalement notre rapport aux autres devient une affaire d'ingénierie. Et le conditionnement technicien, il est en train de s'accélérer avec l'infrastructure digitale. Hein. Ça devient une nouvelle infrastructure urbaine qui est en train de désactiver l'espace public urbain. Et d'ailleurs, on parle d'espace public en ligne. Quand la technique met en avant la ville sans contact, l'influence sur le commun est évidemment significative. C'est par effet de ricochet, l'expérience de l'espace public qui est niée, et on nous inquiète là-dessus, car l'espace public réel, physique, c'est la rencontre non planifiée des corps, des gestes, des paroles. Elle suppose d'accepter la surprise, le risque, voire le danger. Mais s'il n'y a pas d'espace urbain sans violence, on constate que celle-ci est en train de s'imposer avec un impact tout aussi dévastateur sur les réseaux sociaux. Patrick, dans d'autres textes, vous nous dites que l'architecture est l'un des modes de persuasion politique et que l'histoire de la ville ne saurait être dissociée de l'histoire du pouvoir. Pour prendre vos mots, je dirais, aujourd'hui, quel pouvoir la métropole met-elle en récit? C'est un thème sur lequel vous nous avez beaucoup éclairé. Pour moi, c'est à l'évidence celui de la technique. C'est pas, on n'aurait pas dit pareil à Milan il y a quelques siècles. Et le problème, c'est que la technique change vite, mais que la ville installe ce pouvoir dans la durée. Les remparts médiévaux, beaucoup, les ouvrages médiévaux sont encore là. Imaginez maintenant toutes ces infrastructures liées à ce monde technique, pendant combien encore de décennies, de siècles, vont-elles rester comme traces de cette ville machine? Juste aussi puisque je cite, pour faire un peu d'histoire, si je peux me permettre, en fait, la ville médiévale, la ville européenne, la ville médiévale occidentale, en fait, elle est fragile. Et la technique sert à la protéger d'une nature imprévisible, de la forêt, de la nuit, des bêtes, du noir, des brigands, etc. Donc il faut bien être conscient qu'au départ, la technique, elle est vraiment notre amie. La ville est fragile, la nature est menacée. Aujourd'hui, la ville est fragile et la nature est menaçante. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La ville est toute puissante et la nature fragile, car comme le souhaitait Descartes, l'homme est devenu comme maître et possesseur de la nature. La caractéristique de la technologie occidentale, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête pas quand elle les protège à un moment donné. Ça aussi, je changerai avec les historiens volontiers pour savoir, est-ce qu'il y a eu à un moment donné un temps d'équilibre entre l'ascension de la technique et l'acceptation de la nature, puisque les deux courbes se sont croisées, certainement, ou pas. C'est un thème intéressant. En tout cas, de servante, la technique est devenue maîtresse.
c'est pour ça que notre rêve, enfin, ou en tout cas notre projet de ville sensible, c'est pas une utopie et pas une illusion consolatrice. Nous voyons ce cycle-là que nous amorçons comme un levier opérationnel, vraiment, pour répondre à une urgence. L'effacement de la ville comme lieu d'une démocratie réelle et vécue par tous, par opposition justement à l'économie, à la démocratie liée à l'économie, à la technique qui marche ensemble, et notamment des réseaux digitaux. Le confort matériel que la technique nous donne s'accompagne d'une contrepartie, c'est évident, mais qui est devenue exorbitante. Michel Serres nous mettait dans son contrat naturel en garde, je le cite, « Il arrive parfois que ceux qui contribuent à la libération se retournent et deviennent un pouvoir qui nous tienne en esclavage. » Mais je l'ai dit en parlant de la ville sensuelle, on ne veut pas faire peur, on ne veut pas être dans le défaitisme, bien au contraire. Cette idée de ville sensible, je pense, porte un horizon optimiste. On voit que tous les discours qui essayent de faire peur sur le CO2, etc., ça ne marche pas vraiment. Nous sommes persuadés que ce qui va marcher, c'est le retour du désir de ville, le retour du plaisir urbain, pour que, en s'appropriant à nouveau les situations urbaines, eh bien, chacun retrouve une position d'acteur de la ville et non pas d'objet d'une cité qui est devenue une infrastructure. Alors, dans un des livres de Patrick, j'ai adoré la mention qu'il fait comme quoi, au Moyen-Âge en tout cas, il y avait un dicton ou un proverbe qui disait « l'air de la ville rend libre ». Je crois que c'est ce qui va nous occuper, parce que la ville, on doit l'aimer. La ville, c'est effectivement le lieu de la liberté, c'est le lieu de la créativité, c'est le lieu du social et de la culture, mais c'est aussi le lieu qui, sur 2% de la terre habitable, c'est-à-dire une fois que vous avez enlevé les océans, l'Himalaya, etc., sur 2% de la terre habitable se concentre près aujourd'hui de 60% de la population. Vous imaginez s'il n'y avait pas cette capacité de la ville à réunir dans un si faible espace autant de gens, nous serions dans une espèce de lotissement infini. Bon, on a un peu un exemple avec la suburbia américaine, mais je ne crois pas que ça soit le modèle de la ville sensible, sans préjuger de nos travaux, que nous aurons forcément en tête. Alors oui, la question des sens, vraiment, elle est à prendre au sérieux. Prendre la question des sens au sérieux. Notre ami Philippe Simet, philosophe, qui est dans la salle, nous avait résumé un peu ce travail sur la ville sensible. Et comme je le disais au tout début, c'est vraiment l'occasion de casser cette opposition paralysante entre technophobie et technosolutionnisme et imaginer une troisième voie qui ne met pas la technique en cause. Nous sommes 8 milliards. Tous les jours, si on enlève les décès et qu'on ajoute les naissances, ce sont 160 000 terriens de plus tous les jours. C'est en moins d'1 an, c'est un pays comme la France à équiper, à faire des hôpitaux, faire des écoles, faire des universités, etc. Donc on a besoin de la technique. Mais moi, je souhaite qu'on réfléchisse ensemble et qu'on écoute effectivement d'autres que les scientifiques sur la relation que l'on peut nouer avec une technique et du coup qu'on reprenne le pouvoir sur la technique. Et j'en terminerai là en disant bien ce que nous disent beaucoup de philosophes, que la technique n'est pas autonome, parce que c'est facile, nos ordi, nos smartphones, tout ça, on dit ah ben c'est là, etc. Mais on est quand même toujours aux manettes. Les techniques, elles nous rendent d'innombrables services, elles nous transportent, elles nous distraient. On sait aussi qu'elles nous poussent à consommer, qu'elles nous influencent, que de plus en plus elles nous surveillent, c'est vraiment un sujet d'actualité, mais elles sont toujours les conséquences de choix faits par nous, ou en tout cas par ceux qui nous représentent, par la société. Donc, des choix sur lesquels on peut peser, ne serait-ce qu'en consommateur. En 1939,
l'historien américain Lewis Mumford distinguait technique autoritaire et technique démocratique. C'est très frappant. On peut enrichir par simple ou complexe, technique technocratique ou participative, appropriable ou, comme on l'a vu avec les photos de Mathieu Pernaut, excluante, ouverte ou fermée, et bien sûr qui épuise les ressources ou qui les respecte et les recycle. La climatisation, que l'on voit partout dans ces images, est autoritaire. Le brasseur d'air est appropriable. Et la crise, notamment le Covid, nous a montré, Mumford l'avait deviné, que les techniques autoritaires sont les plus fragiles. La ville s'est arrêtée. Les techniques appropriables sont, même si j'aime pas trop ce mot, résilientes. En tout cas, elles résistent. Et la ville-machine, elle, n'a pas su protéger ses habitants. Car on ne peut pas... pourquoi on peut peser? Parce qu'on ne peut pas prédire le destin d'une technique. Chaque technique porte en elle des bifurcations, des chemins possibles, des chemins qu'elle suppose par les moyens qu'elle met en œuvre, mais des chemins qu'elle ne décide pas. C'est à nous de décider. Et si notre point de vue, ou en tout cas le mien, sur le fonctionnement de la navette spatiale ou sur l'efficacité d'un vaccin n'est pas pertinent, nous pouvons tous nous impliquer dans le choix des techniques qui modèlent la ville. Parce que même s'ils sont complexes, leurs effets sont simples et ils nous concernent. Donc on peut agir. Est-ce qu'on veut que notre ville soit éclairée 24/24? Est-ce que j'accepte de travailler dans un bureau climatisé? Est-ce que je prends mon vélo ou ma voiture? Donc l'intervention démocratique sur l'orientation que voulons le donner à l'univers technicien, elle est tout à fait légitime. Il s'agit de remettre les choses dans le bon sens, d'avoir une vision, un horizon. Celui de la ville sensible en fait partie, mais pas que. Et remettre la technique comme un moyen au service de cette vision. Alors, bien sûr, la technique est un élément de notre humanité. Depuis le néolithique, c'est un prolongement du corps, une amplification. Mais aujourd'hui, finalement, elle tend à s'en détacher de ce corps. Et donc, faire corps avec la ville, c'est élargir le contrat entre l'homme et la nature, le contrat naturel, je l'ai évoqué, de Michel Serres, pour y associer finalement un contrat avec la technologie. Et en portant l'attention aux sensibles, nous vous proposons la possibilité de faire un pas de côté, de décoïncider la ville du trop-plein de techniques et de fonctionnels, afin qu'elle redevienne une cité ouverte à tous et toutes, tu en as parlé, mais aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui tous les vivants, c'est-à-dire la nature et tout ce qui vit, les animaux. Voilà. Donc voilà une des orientations de nos futurs débats. Pour cette troisième pastille, je vais laisser la parole à ma complice, Audrey Bonnet, qui a la lourde tâche de parler et de lire un texte sur la ville sensible. Audrey, c'est à toi. Notre conversation commence là-haut. J'observe le ciel. Page blanche qui me permet de rêver, de m'évader et d'imaginer. Il découpe et redécoupe les formes qui te façonnent. Il emprunte toutes les teintes. Du pastel de l'aube à la couleur nue du plein après-midi.
du rouge sang du coucher de soleil jusqu'au bleu anthracite de la nuit. Alors lorsqu'il vient à manquer, très vite, j'étouffe. D'observatrice bienveillante de sa voûte infinie, je deviens actrice de ta réalité. Je me glisse précautionneusement dans les rangs des piétons et tu deviens mon expérience favorite. La souplesse de ton bitume chaud sous mes pas me rappelle que je suis citadine. Les fissures de tes trottoirs me racontent des histoires. Et tes bancs me livrent des confidences. À ton contact, je touche l'humanité et sa mémoire. Je me demande où est ton sol originel, celui de la terre nue, celui du premier jour. J'élève le regard pour suivre le rythme de tes constructions qui te reflètent sans fin dans une mise en abîme vertigineuse. De briques, de métal ou bien de pierre, tu influences mon humeur. Le verre, discret messager, relie ces deux mondes. Il laisse passer la lumière, les reflets, les songes. Le béton, quant à lui, épouse toutes les formes et se coule dans tous les imaginaires, un peu comme la nature. À travers la poussière, qui filtre mon rapport direct aux espaces et aux objets, j'unis mon imagination au réel. Le climat te caresse et te transforme. Il révèle la douceur d'une absence sur les choses. La lumière franche du soleil estompe tes contours et dessine des ombres intenses. Lorsque la pluie tombe à verse, tu te dédoubles dans un tourbillon de lumière qui m'émerveille. La brise court le long de tes rues, fait danser couleurs et étoffes et anime la monotonie de tes façades. La fraîcheur de l'air sur ma peau, l'émouvante brume en suspension, continue encore aujourd'hui à ondoyer dans ma mémoire. Ton reflet est infini, dans la fraîcheur de l'eau qui coule le long de tes flancs. Le tracé de ta rue distribue mes émotions. Je vis un désordre et un amoncellement des formes qui me rassurent lorsque mon corps épouse ton dessin et tes imperfections. Puis je m'arrête. Je suis ancrée, tandis qu'autour de moi les autres s'activent. Chacun de tes bruits invente une histoire. La scène qui se joue devant moi n'est pas un décor que je regarde avec envie. J'y participe et m'y implique. La liberté de me mouvoir est la plus puissante des expériences. Plus le mouvement est intense,
plus ma sensation d'équilibre est forte. Dans le sillage de tes câbles, je me meus dans les flux et les reflux des corps. La marque de la main humaine est partout, dans tes murs qui dissimulent et enveloppent et qui m'enjoignent à forcer mon regard pour imaginer ce qu'il y a derrière. Tu as la vitalité du lierre. Tu n'as pas besoin de cadre pour te développer. Tandis que la mauvaise herbe qui réapparaît avec orgueil dans la pierre, le bitume, le ciment, me rappelle que l'instinct est victorieux de la raison. Encore un signe que je suis dans mon milieu naturel. La perfection de l'horizon révèle la profondeur et la richesse de ma vie citadine. Tu es cette chose où se tissent les expériences, où se mêlent les sensations du corps et les pensées de l'esprit. L'équilibre fragile de ta rue me rend plus forte. Au milieu de cette place, je sens mon corps se perdre et divaguer. Pourtant, c'est ici que nous prenons la parole pour nous faire entendre. Les signes, les repères se dissolvent dans la nuit et son brouillard. Tu n'es qu'une, sombre et sans relief. La vie sous les feux de tes fenêtres qui s'accumulent prend toute sa place. La nuit, ta rue est un distributeur à souvenirs. Chaque image de toi saisie au vol m'en rappelle une autre. L'équilibre du silence revient doucement. Je te dois d'être ta poète. Je suis comme mon ami l'écriture, nomade. Pour donner forme à ton existence, te parer de nouvelles apparences, t'ouvrir à des voies d'appropriation inattendues. Pour inviter chacun à te regarder autrement, à t'utiliser autrement, à s'émouvoir à nouveau de ta présence. Pour faire de la vie urbaine une expérience sensible et vibrante, où l'humain retrouve sa place parmi les matières, les ombres et la lumière. Tu es la respiration du monde, celle qui relie les corps et les âmes dans le murmure de tes rues.
En toi se mêlent les gestes invisibles de l'humanité. Donc, vous l'avez compris, la ville est notre horizon commun. On n'a pas trop d'autre choix, enfin pour beaucoup d'entre nous, que de l'aimer, cette ville. Donc c'est ce constat qui nous rassemble ici, dans un théâtre, un lieu de prise de parole libre, mais aussi un lieu de la création du spectacle vivant. Et c'est bien de vie dont il est question. Si nous sommes toutes et tous rassemblés, c'est bien parce que cette idée du sensible nous rapproche, ou du moins nous interpelle lorsqu'il s'agit de ville. Si tu le permets, Patrick, je souhaite citer une phrase que j'ai lue de toi en préparant cette soirée et qui illustre bien notre ambition. Il est de notre responsabilité collective de s'organiser. S'organiser, c'est appartenir au monde des vivants, ce qui correspond assez bien à ce que nous allons essayer de produire ici. Une forme de connaissance sensible, une découverte, un apprentissage, une action vers et pour les habitants des villes. S'organiser, pour nous, c'est proposer une vision pour la ville, plutôt qu'une solution. Vous le savez, Jacques et moi, nous sommes architectes. Alors être ici sur un plateau et vous montrer ce que vous venez de voir ou d'entendre, ça ne va pas de soi. Pour beaucoup, et ça s'entend, les architectes portent la responsabilité de nos mondes urbains. Cette responsabilité a de multiples effets. Celle qui nous occupe peut-être le plus, c'est d'avoir produit des mondes sans qualité. Mais croyez-moi, la responsabilité de ce qui compose la partition de nos vies urbaines aujourd'hui est bien plus complexe. Un des problèmes serait donc l'image de cette réalité. Finalement, vous l'avez compris, sans en être les seuls responsables, nous, les architectes, nous avons creusé en quelque sorte la tombe dans laquelle ils et elles s'enterrent doucement, mais sûrement, en focalisant leur attention sur l'image, encouragée par l'évolution des techniques qui se sont invitées partout, comme tu nous l'as expliqué bien simplement tout à l'heure. L'image de la ville repose sur beaucoup de facteurs qui sont écosystémiques. C'est un mot qui est complexe, mais qui est fondamental. Et qui font que, par exemple, lorsqu'hier on louait le béton pour sa capacité à se mouler dans tous les imaginaires, comme je vous le disais dans mon texte, aujourd'hui, il porterait à lui seul le message du désastre écologique. La ville est donc notre horizon, mais c'est aussi notre histoire. En ce moment, je révise avec mon fils qui est en 6e la période du néolithique. Je l'évoquais tout à l'heure. Qui correspond, et je le sais, je ne m'en souviens plutôt que depuis une semaine, à la période coincée entre l'invention de l'agriculture et l'invention de l'écriture. C'est finalement la période de l'apparition de la sédentarisation des hommes. Et en cela, elle constitue la base de nos sociétés. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Pas parce que ces mêmes hommes auraient pu, il y a quelques milliers d'années, choisir une autre voie, bifurquer, la voie du nomadisme, d'un continuum infini de terres émergées, disponibles et accessibles sans restriction. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Alors, si nous devrions ajouter à la longue liste des bifurcations à faire, celle-ci n'est pas le propos d'aujourd'hui. Si je suis heureuse que tu sois là avec nous ce soir, au-delà de l'honneur, c'est parce que tu es aussi un spécialiste de la ville italienne. La ville italienne, la quintessence de la beauté. Et c'est peut-être justement parce que nous cherchons une autre voie que celle communément admise qui serait qu'une ville, si elle est belle, est agréable à vivre. En réalité, pour être honnête,
Nous sommes de moins en moins responsables de la beauté d'une ville. Les moyens d'agir sont de plus en plus complexes parce que la transition qui nous est demandée, bien qu'indispensable, nécessite de prendre en compte une multitude de facteurs qui entrent en contradiction les uns avec les autres, s'annulent et se renforcent pour un résultat qui essaie d'accommoder tous les enjeux. Je vous parlais d'écosystème. C'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise réponse à un problème donné. Il y a une série de solutions qui rentrent en contradiction les unes avec les autres. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui fleurissent, et c'est salutaire, des discours de plus en plus centrés sur la question des usages et des besoins, des initiatives participatives qui donnent la parole aux habitants, des projets qui sont dans une dynamique de frugalité, le moins énergivore possible et aussi le plus économe en ressources. Mais nous ici, aujourd'hui, et pendant quelques mois, nous allons essayer de démontrer comment diverses approches, allant des sciences sociales aux actions politiques, de la création artistique au design, en passant par la littérature et le cinéma, comment toutes ces approches peuvent rassembler autour d'une expérience commune et dessiner les contours d'un autre regard sur la ville. C'est une façon de s'attaquer à ce problème écosystémique. Dans la performance que vous venez voir, Faire corps avec la ville, nous avons fait ce fameux pas de côté, ou alors bifurcation, comme vous voulez, en décidant de nous concentrer sur les émotions et les sensations, et en s'évertuant à œuvrer pour les réhabiliter dans l'espace urbain. Pour le faire, on a dû aller chercher dans les imaginaires clivants des métropoles, pour trouver des terrains qui pouvaient justement proposer des expériences riches, sans être forcément belles. Enfant, on apprend à ressentir, à goûter, on intègre les odeurs, notre oreille s'arrange des sons qui nous entourent. Finalement, le corps apprend en permanence. Il se reconfigure et c'est une force que l'on ne mobilise pas assez. Alors ensemble, nous allons essayer d'apprendre à apprécier ce qui est déjà là, à révéler la beauté de l'ordinaire, du quotidien, du nécessaire, la puissance des sens, des choses indicibles avec ses défauts, ses failles et ses risques. Et pour cela, nous allons faire confiance à l'infrastructure extraordinairement robuste qui est le corps et son corollaire, la résonance de ce corps avec les autres corps, le contexte, le milieu et le climat. Essayez de voir directement, essayez de dire les choses pour qu'elles appartiennent à toutes et à tous. Pour lancer cette discussion qui va se poursuivre jusqu'en mai, et pour s'outiller ensemble, pour lutter contre la politique des choses. Merci. Alors on peut peut-être allumer la salle. Voilà. Faire passer un micro. Pardon ? Il arrive. Et engager la discussion, puisque c'est évidemment cela que vous nous proposez de faire. Étant entendu, vous l'avez compris, que nous sommes là au début d'un processus, au début d'une aventure, au début d'une réflexion qui ne pourra être que collective. Tu nous expliqueras, vous nous expliquerez comment effectivement on procède. Mais peut-être que si certaines ou certains d'entre vous veulent d'abord réagir, ça serait très bien. Oui ? Bonsoir, moi j'avais une question. Ça répond un peu aux trois, ça concerne un peu les trois passés que vous nous avez présentés ce soir. C'est cette question de construire, donc c'est la puissance, donc c'est quelque chose qui est déjà là, qui s'impose à nous. Donc penser la ville sensible, comment la rendre concrète ? Est-ce que c'est forcément des échelles petites, des initiatives collectives mais quand même réduites, individuelles ?
comme un poème sur une ville, de s'émerveiller des choses qui sont pourtant violentes, mais d'y trouver de la beauté malgré tout. Est-ce que donc la ville sensible ne peut que... les moyens d'agir ne sont que à l'échelle individuelle ou collective, mais réduite? Alors, ils ne sont pas que là, ils sont à beaucoup d'autres endroits, mais l'endroit qu'on a décidé le sujet dont on a décidé de s'emparer, c'est de celui-là, pour la simple et bonne raison qu'on a, je pense, collectivement des moyens d'action qu'on ne soupçonne pas. Et peut-être qu'on ne les soupçonne pas parce qu'on n'a pas donné assez la parole à des personnes et des expertises qui ne sont justement pas celles, a priori, de la ville. Et c'est de ça dont on va essayer de se saisir, et je crois profondément à l'expérience collective de la création. Et j'espère que je réponds à votre question. Merci. Merci beaucoup pour vos 3 interventions. J'ai une question concernant l'égalité entre les hommes et les femmes par rapport à l'espace public qui aujourd'hui n'existe pas. Et pour avoir une ville sensible, il faut qu'on parle à ces 2 sexes qui aujourd'hui ne cohabitent pas dans l'espace public. Les femmes ont peur, la nuit notamment, mais écologiquement, c'est plus intéressant d'éteindre par exemple les lampadaires. Est-ce que l'architecture a un rôle à jouer dans cette égalité de l'espace public? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai demandé si c'était à moi de répondre parce que j'étais la flamme sur le plateau. Quand j'ai parlé de problèmes écosystémiques, je parlais exactement de ça. C'est-à-dire que quand on évoque effectivement la situation des mondes urbains, des problématiques d'éclairage et de tout ce que ça provoque effectivement comme désastre écologique sur les animaux, sur le fait que c'est d'énergivores, ça ne prend pas en compte effectivement ce que vous avez tout à fait raison de soulever, c'est-à-dire l'assentiment d'insécurité des femmes dans l'espace public. Et c'est tout l'enjeu de révéler ça et de pouvoir en parler, de pouvoir le mettre en résonance avec d'autres sujets pour que collectivement, on puisse se saisir de ça. Je pense par exemple à la présence humaine dans les rues. Une femme a peur la nuit dans le noir, une femme a moins peur la nuit dans le noir si elle voit d'autres corps se mouvoir. Et tout d'un coup, voilà une piste. Alors la piste, elle est ce qu'elle est, mais elle est là. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres des pistes. La question, c'est de savoir la forme d'une rue, par exemple, la qualité d'une profondeur de champ. Est-ce que l'espace qui s'offre à vous est infini ou est-ce que vous en voyez le bout? Voir le bout de quelque chose, c'est tout de suite se sentir déjà en sécurité. Donc on voit bien qu'il y a plein d'enjeux qui sont à des endroits très différents du design, de la création et de la production aussi d'espace. Parce que si je reviens à ce que je viens de dire, on peut se dire que finalement, pour rendre des espaces plus sécuritaires, il ne s'agit pas de rajouter des choses, mais peut-être d'en enlever. Et ça, c'est un logiciel qu'on n'a absolument pas dans nos métiers. Le fait d'enlever quelque chose plutôt que de le rajouter. Et si je peux me permettre, effectivement, merci pour cette question, qui est fondamentale, y compris d'ailleurs ici dans le travail que mène le Théâtre de la Concorde. Vous avez vu que parmi le montage, mais c'est aussi, vous avez expliqué pourquoi le pavillon français à Shanghai, à ce moment-là, il y a beaucoup de villes chinoises. La première chose qu'on vous dit lorsque vous allez dans une ville chinoise et que vous vous étonnez, que vous vous indignez de ce que Jacques Ferrier a dit, c'est-à-dire que la technique sert de moyen de surveillance, la première chose qu'on vous dit en tant que Français, c'est « Ah oui, parce que vous préférez sans doute votre situation en France où les femmes ne sont pas libres de circuler dans la rue. » Parce que nous, avec nos moyens de surveillance, vous savez que tout est entièrement sûr. Donc, ça pose effectivement la question du bon rapport à la technologie. Nous savons effectivement, vous l'avez l'un et l'autre dit, que le futurisme de la ville future a fait long feu. C'est-à-dire que nous savons que la ville du futur, en réalité, c'est la nôtre, pour peu qu'on puisse en prendre soin.
peut-être davantage ôté que rajouté, même s'il y a, tu l'as aussi rappelé, une évidence, et surtout ailleurs dans le monde qu'ici, de la croissance inévitable démographique et économique qu'il faut accompagner. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on en parlait tout à l'heure, moi, en préparation de de ce travail que je veux mener avec vous sérieusement. J'ai été, ce qui ne m'était pas arrivé depuis bien des années, à la Biennale d'architecture de Venise, où de manière un peu fanfaronne, un peu roublarde, tout en prétendant effectivement faire une ville responsable, mais en ne détestant pas aussi poser ça et là le geste autoritaire d'une architecture souveraine, on nous dit que, il faut, je ne sais pas ce que vous en pensez, restaurer ou en tout cas réhabiliter la notion même de tout ce que vous avez fort bien dit, de plaisir urbain, et peut-être même de gestes constructifs. Passage, les démocrates américains sont en train d'essayer de reconstruire eux-mêmes une pensée politique ou un programme politique autour de l'idée de la construction, de la croissance et de la croissance des villes, tout en disant, et ça c'est effectivement le discours central, la nervure centrale de Ratti à Venise. Voilà, il y a 3 intelligences, une intelligence technicienne, une intelligence collective et une intelligence artificielle aujourd'hui. Et c'est cela qui doit être sensiblement coordonné. Bonsoir et merci. Il y a une chose amusante quand vous avez parlé, monsieur Jacques. Vous avez fait un glissement plusieurs fois entre une ville sensuelle et une ville sensible. Je ne sais pas si c'était exprès ou pas. C'était hyper intéressant. Je n'ai pas du tout la réponse à la question que ça ouvre, mais ça m'a beaucoup intéressée. Et je pense qu'il faudrait... on pourrait réfléchir à pourquoi vous avez fait ce glissement, et vous avez peut-être un bout de réponse déjà. Et puis je voulais aussi poursuivre avec ce que disait Madame là, qui parlait d'espace public. J'ai peut-être une confiance naïve en l'architecture, mais j'ai comme l'impression que, à travers le monde, il y a suffisamment de talent pour continuer de produire une architecture sensible. Ce qui me préoccupe peut-être plus dans la ville, c'est l'espace public et comment on fait pour un espace public sensible. Un espace qu'on traverse, un espace où on peut faire public, c'est-à-dire à la fois faire du commun, mais peut-être faire du théâtre. C'est-à-dire dans l'espace public, on regarde, on observe. Il y a 3 ados qui font de la musique et des conneries pour se faire remarquer, et puis il y a un vieux qui bouge pas, et puis il y a un théâtre de la ville, il y a un espace public, c'est quelque part fenêtre sur cour, d'une certaine manière. Voilà, donc l'inquiétude que j'ai davantage, c'est comment, dans l'avenir, dans le présent et dans l'avenir, on crée de l'espace public sensible. Et c'est ça qui m'intéresserait peut-être de voir développer. Écoutez, j'aime beaucoup vos remarques, plus que vos questions, enfin, ces remarques et vos références. Donc on va vous recruter tout de suite pour la suite. Oui, nous avons travaillé avec Pauline et beaucoup d'autres sur les gares du Grand Paris Express. Sur les gares du Grand Paris Express, pour faire court, on a affaire évidemment, c'est à l'intersection de beaucoup d'enjeux politiques, de beaucoup d'enjeux urbains. C'est une évidence, la mobilité. Et sur l'espace public que nous avons proposé devant la gare, appelons-le le parvis, nous avons eu affaire aux autorités de police qui font leur travail. Et le préfet de police s'était déplacé en personne pour nous dire il ne faut pas que les gens s'arrêtent. Donc je réagis à votre très belle image de dire que l'espace public physique, c'est une scène de théâtre. Mais en même temps, on en revient à ce que tu disais, Patrick, sur contrôle, pas contrôle. Là, on voit bien que le contrôle va beaucoup trop loin. C'est-à-dire que nous avions prévu des emmarchements en disant on va pouvoir attendre son copain ou son ami qui arrive en métro, on va pouvoir attendre le bus, on va pouvoir se donner rendez-vous. Ça a été gommé.
bon, je tourne aussi vers Mathieu Pernaut, qui documente tous ces lieux dont les gens, enfin ça a été très bien dit, je ne vais pas le redire, vont s'approprier parce qu'ils cherchent à se poser. Ben voilà, ça c'est une des questions sur... Ça, ce n'est pas un espace public sensible, parce qu'il n'est pas sensible à... voilà. Sur sensuel et sensible, bon, c'est juste un peu... ça illustre déjà la richesse, parce qu'il y a aussi sensitif, enfin, ça, de la langue française. En fait, avec Pauline, quand nous préparions ce thème du pavillon France, on a pensé à sensible, et ensuite on a basculé sur sensuel, parce que notamment... C'était en quelle année, rappelle-nous? 2010. Voilà. 2010, ça c'est le pavillon français à Shanghai. Shanghai. C'est la première expo universelle qui parle de la ville. Hein. Les expositions universelles, jusque-là, avaient toujours célébré la technique pour la technique. C'est la première expo universelle qui met en situation, en disant la ville. Bon. Avec, alors là je reprends aussi tout ce que tu as dit sur la Biennale de Venise, qui pourrait s'appliquer à l'exposition universelle, même si ça s'appelait Better City, Better Life. Mais sensuel aussi, c'était une affirmation. Alors l'Italie aurait pu dire on a le pavillon sensuel, la France, bon, peut-être un peu l'Espagne, en tout cas les pays latins, enfin, et tous les pays d'ailleurs sensuels, peut-être même avant d'ailleurs, les autres pays méditerranéens, mais côté Maghreb, évidemment, hein, c'est la ville de la sensualité, mais pas les autres pays européens, voilà, sans vouloir. Donc le sensuel allait assez bien avec un message, puisqu'il y a ça dans les expositions universelles, de ce qu'on voulait porter sur l'essence. Et donc on a dit sensuel, et puis il y avait une ambiguïté, je ne sais pas comment ça a été traduit en chinois, mais ça a été le pavillon le plus visité. Donc ça prouve que ça a dû être bien traduit, que ça a attiré les foules. Et ce qui a attiré aussi, c'est que le musée d'Orsay, à l'époque dirigé par Guy Cocheval, a eu cette générosité extraordinaire de prêter 6 chefs-d'œuvre, parce qu'effectivement, il y a un 6e sens. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le sens de la balance. C'est-à-dire que quand on vous pousse ou que vous êtes sur une pente, c'est une sensation. Et les Chinois, ça fait partie des 6 sens. Donc il y avait 6 chefs-d'œuvre qui ont bien illustré cette relation que tu évoquais entre la capacité de l'art à évoquer l'essence. Je reviens toujours à la place de l'architecte, je suis désolé. Dans le travail que tu es en train de mener autour de la technique, et c'est un peu dans le prolongement de l'intervention qui a été faite, il y a quand même la place du concepteur, et il y a une position assez franche, je ne dirais pas idéologique, le terme serait un peu fort, mais il y a une position. Et tu es en train de faire l'archéologie de ces positions vis-à-vis de la technique. Et il y a des architectes qui, Mies van der Rohe, le premier, mais tu pourras en dire 2 mots, ont fait de la technique un art en détournant, je dirais, les ressources de la technique. Comment retrouver aujourd'hui la juste mesure, la vraie place du concepteur dans tout ce système, cet écosystème ramifié? Non, mais tu as raison d'évoquer des figures, oui, parce qu'on est... il ne faut pas oublier l'ombre. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de la ville du Moyen-Âge, etc. C'est vrai que c'est toujours commode d'évoquer l'histoire juste qui nous précède. Et on a envie d'en faire table rase et de sauter un cran et revenir au 19e siècle, etc. etc. C'est vrai que quand tu cites Mies van der Rohe, c'est l'occasion de dire qu'on a bien conscience de ne pas redécouvrir cette idée de sensible, de sensibilité, voire de sensualité des matériaux. Mies van der Rohe est un bon exemple, c'est-à-dire qu'il se conforme quelque part à l'injonction de pour reprendre à nouveau des mots Patrick, quel récit l'architecture doit exprimer, surtout finalement dans les années 50, dans sa période américaine. Enfin, il ne faut pas être trop savant parce que c'est pas une assemblée d'architectes, mais enfin disons, Mies van der Rohe fait
un des premiers, elle est un des premiers à faire le gratte-ciel vraiment américain contemporain, avec grand gratte-ciel tout noir, dont vous connaissez forcément l'image. Et je ne vais pas beaucoup en parler parce que je pourrais être intarissable sur ce gratte-ciel précisément. Mais ce que tu veux dire, Jean-Louis, c'est qu'effectivement, ce qu'il raconte sur la technique, c'est un décor. C'est-à-dire que son hypothèse, c'est qu'en tant que concepteur et qu'architecte, il doit transposer la réalité technique, celle d'une structure en acier, en une image de ce que la technique va créer comme décor urbain dans la ville contemporaine dans laquelle il vit, et d'où aussi tout ce travail sur la petite plaza, sur comment s'asseoir, le bassin, etc. Donc il est vrai qu'on ne va pas réinventer le sensible. On ne va pas réinventer le sensible, mais il est quand même aujourd'hui en question, et notamment dans cette idée de pouvoir. Et j'en reviens à la question très légitime que vous posiez sur les femmes, qui est très touchy, hein, donc je vais pas... Mais c'est vrai que c'est aussi un argument pour la désincarnation de la ville. C'est-à-dire que la technologie digitale, pas que sur la surveillance, mais aussi sur le virtuel, c'est-à-dire que si je rencontre mes copains comme pendant le confinement au travers des écrans, bon ben, je ne me fais pas attaquer. Mais est-ce qu'on veut rencontrer que ses amis sur des écrans? Voilà. Et donc, cette relation aujourd'hui au sensible, même si elle a été toujours portée par l'architecture, elle mérite quand même d'être, comme on veut le faire, réactivée et explicitée, quoi. Et plus concrètement, et Pauline, peut-être tu pourras... parce que Mies van der Rohe, c'est un travail d'orfèvre qui fait semblant de rendre la technique reproductible et qui en fait un manifeste, mais en même temps, c'est la pièce unique. Et vous, en choisissant cette position de la ville sensuelle, est-ce que vous n'avez pas cherché à faire un écart, un pas de côté par rapport à cette position? Complètement. La réponse est oui. Je vais pas faire... Je peux pas m'en empêcher, donc je vais le faire quand même. Peut-être que la figure du concepteur dont tu parlais aussi, elle était quand même assez... elle était aussi liée assez à une époque et à un type d'architecte qu'à l'époque, ça choquait personne. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et heureusement, c'est-à-dire que heureusement qu'il n'y a plus des Mies van der Rohe, des mâles blancs comme ça qui débarquent et qui donnent le là à la suite. Je crois qu'il faut justement, et c'est super, avoir une vision un peu plus plurielle de tout ça. Et dans ce cadre du pluriel, les choses pourraient être beaucoup plus instables. Et donc, il serait beaucoup plus difficile peut-être aussi d'arriver et de dire et puis c'est comme ça. Donc cette question du concepteur qui à un moment donné tout puissant dit et puis c'est comme ça, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est pas une position facile à tenir quand on est architecte de se mettre à cet endroit-là, parce que qu'est-ce que ça serait bien d'avoir des commandes en tant qu'architecte où on nous dit faites ce que vous voulez et qu'on puisse répondre et ben c'est comme ça. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que nos métiers et la création de la ville ne soient pas dessinés par le haut et par des visions qui sont plutôt hors sol, mais par le sol. Et il y en a, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a énormément de démarches qui essaient justement de transformer cet exercice de l'architecture en essayant de proposer une autre voie. Il s'agit plus d'une démarche. La réalité finale, finalement, l'objet, en réalité, reste un objet, une architecture qui a une entrée, un toit. Et vous parliez d'espace public tout à l'heure et vous disiez que il y avait des grands talents d'architectes. Et qu'en était-il de l'espace public? Je crois que le grand talent de l'architecte, c'est celui qui, justement, est capable de créer les conditions d'espace public qui entourent son bâtiment. Et c'est peut-être ça aussi dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on est tous responsables de l'espace qu'on génère autour de ce qu'on construit. C'est trop facile, c'est beaucoup trop facile sinon. Mais c'est tout ça les enjeux qu'on va essayer d'évoquer. C'est vrai, mais... C'est juste, mais ça pose la question du mode d'intervention de la commande publique. Moi, je pense que le terme d'espace public, de commande publique, renvoie au bon gouvernement, ça peut parler à Patrick Boucheron, de ce qu'est une république
architecturale, c'est-à-dire comment commander la ville. Parce que si c'est la vraie question, alors commande pas au sens autoritaire, et je pense que c'est le sens de votre démarche, hein, c'est d'agréger les bonnes volontés de ceux et de celles qui veulent changer quelque chose à la façon de faire la ville pour qu'elle redevienne vivable. Donc partant du postulat qu'elle ne l'est pas. Mais il y a des gens qui la vivent très bien, cette ville, à travers la privatisation de l'espace qui n'est plus public. Donc ça pose la question de l'enfermement, de la frontière. Il y a des gens qui sont bien chez eux. On l'a bien vu avec le confinement. Il y a des gens qui réclament même cet enfermement, cette sécurité. On a abordé ce problème. La ville, c'est aussi une ville défendue à tous les sens du terme, qui se défend et qui est défendue à d'autres. Donc c'est pour ça que moi je pense que l'affaire elle est poétique, évidemment, mais par la poétique, on arrive évidemment aussi à la politique, c'est-à-dire au mode d'intervention et à savoir comment les choses sont gouvernées pour que la ville soit vivable dans un espace qui est public, pour éviter que la ville ne soit que l'agrégation d'espaces privés. Donc je pense que le mode d'intervention est capital. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord et merci de le dire aussi clairement. C'est vrai qu'il y a dans la notion même d'ordre urbain, telle que la Renaissance italienne nous l'a fait rêver, à la fois une notion de symétrie, d'ordonnancement, d'agencement, de beauté et de commandement. Un ordre urbain, c'est effectivement ce qui s'impose à une ville et à une société depuis effectivement cette toute-puissance architecturale dont voilà, le gouvernement autoritaire, princier en l'occurrence à ce moment-là, était le pouvoir d'escorte. Et dès lors, effectivement, ce qui est tout à fait frappant aussi dans ce qu'on a entendu, je crois, y compris dans ta prose, c'est que ça fait entendre plutôt que voilà, l'ordre urbain, la phrase urbaine, comme le dit Bailly, c'est-à-dire ce murmure des conversations dont la ville est plus que le réceptacle, en fait, et l'agent de cristallisation. Voilà. Donc oui, c'est exactement ce que vous dites, et c'est pour ça que cette discussion, elle ne peut être que poétique et politique, comme vous le dites. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus complètement ignorer le fait qu'aujourd'hui, une génération entière de jeunes lisent et reprennent espoir en lisant les livres d'Alain Damasio, Les Furtifs, qui donnent à comprendre ce que Damasio appelle les anarchitectes. Et les anarchitectes, c'est les usagers de la ville qui, au fond, détournent qui décrochent la forme de sa fonction et qui invente des nouveaux usages à des espaces. C'est ce que tu photographies aussi, Mathieu, des espaces qui sont effectivement inhospitaliers et donc qu'on arrive effectivement à détourner de leur fonction. Et ça, d'une certaine manière, c'est la fabrique ordinaire vernaculaire de la ville. Au fond, là, l'ordre urbain, je veux dire, la parole autoritaire, enfin, c'est ce que peut dire, c'est ce que disait ma grand-mère, hein, la plus évidente, c'est pas fait pour ça. Si vous vous asseyez mal, on va vous dire, c'est pas fait pour ça. Oui, cette chaise n'est pas faite pour ça, mais on peut aussi la détourner. Voilà. Cela dit, il y a aussi des formes qui sont plus accueillantes à leur détournement et d'autres qui sont plus difficiles à détourner. Donc c'est ça aussi, peut-être... Enfin, pour moi, voilà, c'est ça qu'il y a de commun entre l'histoire et l'architecture. C'est que, pour moi, l'histoire, c'est l'art de se ménager des surprises et que l'architecture, ça doit l'être aussi. Enfin, j'imagine que comme architecte, comme praticien de l'urbain, je vous donne la première fois qu'on s'est rencontrés, en fait, avec Jacques et Pauline, parce que vous avez construit une des dernières tranches, hein, c'est ça, du Collège de France, de sa rénovation. Et ils ont été voir, on a visité ensemble, et ce que tu as dit, Jacques, c'était « Ah, ok, vous l'utilisez comme ça, donc. » J'avais pas prévu, mais ça n'avait pas l'air de te chagriner.
Non, non, mais c'est ça en fait. Oui, mais toutes les architectures ne se prêtent pas d'aussi, avec la même égalité d'humeur, j'allais dire, et bonne volonté au détournement. Bonsoir. Alors, je suis désolée, j'ai raté le début de l'intervention. Je suis un peu perdue, moi, dans le langage des architectes. Je voudrais faire quelques commentaires et poser des questions. Je trouve que se vanter d'une ville sensuelle et érotique aujourd'hui, c'est quand même participer à la culture du viol. Excusez-moi de propos qui est un peu fort, mais on peut en discuter plus tard. Je trouve que c'est très étrange quand même. Voilà. Et après, je voulais savoir comment, en termes de questions, comment les architectes et l'architecture prend en compte dans la ville sensible la question notamment de l'égalité homme-femme, mais aussi des questions de genre, en fait, de questions de genre tout simplement, des personnes transgenres qui se font agresser dans la rue, des personnes migrantes qui sont dans la rue, des personnes sans logement. Est-ce qu'on fait plus de logements en fait pour accueillir ou est-ce qu'on réutilise les logements existants? Comment l'architecture intervient sur ces questions-là et est-ce que vous avez envie d'y réfléchir? Je vais répondre à votre question parce que c'est des questions qui me sont posées en permanence là où j'enseigne et j'apprends beaucoup en ce moment évidemment sur ces questions-là. La première réponse que je vais vous donner, elle est assez simple, c'est que la sensualité dans les mots et dans la façon avec laquelle on en a beaucoup parlé renvoyait à la part de mystère que pourrait revêtir un mot plutôt qu'un autre. J'entends tout à fait cette remarque. Elle m'interpelle d'autant plus que je ne sais pas si nommer les choses renvoie à ce que vous décrivez. Je sais, par contre, que beaucoup d'autres choses qui sont faites en architecture renvoient à ce que vous décrivez. Et donc je me dis forcément, quel est mon premier combat ou quel serait mon premier combat en tant qu'architecte quand je me saisis de ce que vous dites? Peut-être que ça doit passer par les mots, mais peut-être que notre savoir-faire, il est ailleurs. Peut-être qu'il est maladroit d'avoir appelé le pavillon de la sorte. Je vous l'accorde. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le ferait pas. Et c'est peut-être tant mieux. Ça, c'est pour la première partie de votre question. Pour la deuxième partie de votre question, je vais revenir à votre intervention sur la commande. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure en substance sans le citer, mais on est responsable des architectes de beaucoup de choses, mais on n'est pas responsable de tout. Et une des responsabilités, elle est partagée effectivement avec la commande et la façon avec laquelle la ville est pensée. Mais pas par ceux qui la dessinent, mais par ceux qui en ont le devoir. Les politiques, ceux qui ont la charge, la puissance publique. Dans un pays comme le nôtre, c'est fondamental. Je ne vous dirais pas ça si on était ailleurs, mais chez nous, c'est fondamental. Et aujourd'hui, et je le sais parce que justement, j'enseigne dans cette école et que justement, je suis en responsabilité d'un de ces programmes qui essaye de cultiver et d'apprendre à la puissance publique à revoir son modèle. Ce modèle-là de commande, il est extrêmement... il est très encadré. Et pour sortir de ce cadre, il va falloir qu'on utilise énormément d'énergie. Et c'est là où les artistes, c'est là où le cinéma, le théâtre, etc., vont nous aider, c'est-à-dire qu'ils vont nous permettre d'imaginer autrement. Et à ces personnes-là, qui ont cette charge que vous dénoncez, parce que moi, je veux bien prendre une part de responsabilité, mais je ne peux pas la prendre en entier. Et ces gens-là qui ont cette charge-là doivent absolument changer leur logiciel. Et on n'y arrivera pas s'il n'y a pas un autre imaginaire. Je peux me taire. Non, non, tu ne dois pas te taire, mais moi, je suis dans le mauvais rôle du maître des horloges. Et un théâtre, c'est aussi un emploi du temps. Et nous devons donc vous remercier. D'abord, sincèrement, toutes et tous. Merci Pauline, merci Jacques, merci toutes celles et ceux qui ont rendu possible, Clémentin et les autres, toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette rencontre dont vous avez compris en réalité qu'elle n'est rien d'autre qu'une proposition et une promesse et surtout une proposition de continuer ensemble. Donc on peut, en sortant,
continuer à discuter. Et j'espère qu'on se retrouvera au milieu du mois de mai et même avant pour organiser les choses. Et merci spécial au Théâtre de la Concorde qui nous accueille et à ses équipes qui nous ont très bien accueillis.